Bonjour, rebonjour, pour ceux que j'ai déjà croisés. Dans le cadre de leur coopération, le CLIC et le CITEM sont heureux de vous accueillir pour cette deuxième conférence de la journée sur le thème musées et monuments. Le développement durable passe-t-il nécessairement par la décroissance numérique? Nous allons avoir 1 heure pour essayer d'aborder cette question, de répondre à cette question. Je ne pense pas qu'on y répondra. Et de se poser d'autres questions. Comment concilier le développement et l'expérimentation numérique avec les nouvelles priorités environnementales? Les nouveaux services et les nouvelles expériences sont-elles nécessairement écocides? Peut-on imaginer des moyens de concilier croissance numérique et développement durable? J'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir sur scène nos 4 intervenants. Agnès Abastado, qui est chef de service du développement numérique au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Lucille Crosetti, responsable de la communication digitale au Palais de Tokyo. Patrick Bergeau, chef de projet, mission stratégie prospective et numérique au Centre des Monuments Nationaux. Et Jérôme David, qui est le fondateur de ZenT, société start-up incubée par le Centre des Monuments Nationaux, par son incubateur. Alors, on va avoir un dialogue entre nous et entre les speakers. Vous pouvez pendant la première demi-heure, on va essayer d'avoir ce dialogue, et ensuite on répondra à vos questions, on réagira à vos prises de parole. Et je vais commencer du coup par un petit tour de table. Donc il y a une petite musique qui monte depuis quelques mois sur est-il bien raisonnable de développer ce numérique, de se lancer dans de nouvelles expériences numériques alors que on tente d'être beaucoup plus écologique. On dit que le numérique dans sa globalité représente autour de 5-10% des émissions carbone dans le monde, donc c'est pas complètement négligeable. On a du mal à évaluer ce que ça représente le numérique dans la consommation carbone d'un musée, mais ça c'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Est-ce que du coup, alors, je vais vous poser la question à tous les 4 pour commencer. Est-ce que l'apparente contradiction entre développement durable et développement numérique est une apparente contradiction ou est déjà une contradiction? Agnès? Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok, super. Alors, c'est une première question. Le numérique a longtemps, est vu comme une solution, comme une des solutions pour répondre aux missions des musées, que ce soit celle de la diffusion de la connaissance, de la communication, de la promotion des musées. Et souvent, ça a été vu comme une solution à moindre coût écologique. Comme tu le disais, aujourd'hui, maintenant, on sait que c'est entre guillemets faux, qu'on peut pas ne pas tenir compte des impacts écologiques et sociétaux, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que l'écologie du numérique, on va dire, sur nos sociétés. Tu le disais, 5% des émissions des gaz à effet de serre sur le numérique, à peu près 50% de la bande passante du web, c'est de la culture en fait, c'est de la vidéo, du contenu culturel au sens large. Donc aujourd'hui, mais de là à être dans une opposition, je pense que non, il faut pas. Enfin, ça paraît. Sinon, j'arrête de travailler, je change de métier, parce qu'aujourd'hui, on sait que les questions RSO, écologiques et sociétales, sont au cœur de nos sociétés et sont vraiment un besoin de transformation. Par contre, aujourd'hui, il y a une prise de conscience importante, ça c'est déjà bien, c'est une première étape. Et puis il y a toute cette réflexion de comment en fait ne pas être dans l'opposition, justement, comment changer de posture et comment aller vers des solutions soutenables, vers des réflexions soutenables. Ça passe évidemment par déjà la formation, la sensibilisation, ça passe aussi par la mesure, et ça c'est un gros sujet, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail derrière. Quels indicateurs, comment intégrer ces indicateurs dans nos réflexions. Plus globalement, j'ai envie de dire que c'est cette question de
l'évaluation des projets numériques, c'est un sujet dont on parle depuis des années. Depuis qu'on fait du numérique. Depuis qu'on fait du numérique, c'est un vaste sujet. C'est très important l'évaluation de projets numériques et c'est important parce que ça nous permet, parce que c'est dans la démarche du numérique aussi qu'on peut avoir des datas, qu'on peut avoir des retours des utilisateurs, donc on peut les mesurer, les qualifier, qu'on peut du coup améliorer nos process, améliorer nos dispositifs. Et en fait, aujourd'hui, c'est comment on intègre ces questions aussi dans nos indicateurs et dans l'évaluation. Et dans l'évaluation. Pour moi, c'est un peu, elle est plus là la problématique. Lucille, même question. Eh bien, pour rebondir sur ce que disait Agnès, j'ai envie de répondre, ça dépend en fait. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière. Développement numérique et surtout, ça dépend là où on met le curseur. Derrière développement numérique, également comme tu le disais Agnès, on peut imaginer des projets. En fait, il faut pas oublier l'impact social notamment et donc développer des projets numériques dans aussi la question de l'accessibilité à toutes et à tous. Ça reste une question assez intéressante, pouvoir justement équilibrer les deux. Et au-delà de cette question du développement numérique, j'ai un petit trou, mais ça va revenir. Je pense aussi qu'il y a l'idée de pouvoir mutualiser justement les ressources entre institutions, entre acteurs. Encore une fois, c'est toujours vraiment une question de curseur aussi. Ça dépend aussi de, par exemple, aujourd'hui, complètement repenser tout son parc de matériel informatique et en racheter un flambant neuf au lieu d'aller vers du reconditionné, c'est des questions qu'on peut se poser sur la nécessité de ce qu'on doit faire. Donc, encore une fois, quelle alternative on peut trouver? Je pense pas qu'il faut arrêter toute forme de développement numérique parce que ça recouvre un sujet, une notion bien trop large, mais effectivement, le faire avec responsabilité et voilà. Patrick, je oui. C'est bon, vous m'entendez? Je vais rebondir sur ce que vous dites. Hein. La question, effectivement, développement numérique, on peut parfois avoir l'impression de faire du numérique pour du numérique. Nous, au Centre des monuments nationaux, on se pose déjà la question de pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça apporte, sachant que par exemple, pour prendre un exemple, depuis décembre 2020, on a mis en place des visites à distance. On s'est rendu compte du point de vue de la diffusion et quand même une de nos missions majeures, c'est absolument irremplaçable. Hein, ça nous a permis de toucher des classes dans le monde entier, des EHPAD, des gens qui auraient jamais pu accéder à nos monuments et de leur donner au-delà de nos monuments accès à la culture. C'est franchement extraordinaire. Donc ça c'est le premier point, c'est de se poser la question de l'impact par rapport à la diffusion. Ensuite, effectivement, il y a l'impact environnemental. C'est vraiment très bien que depuis peu, le secteur de la culture s'y mette. Moi, je viens du monde industriel et c'est bien de voir des questions qu'on s'est posées il y a plusieurs années arriver maintenant dans le domaine de la culture. Avec la problématique on ne sait pas, on n'a pas les réponses encore à tout. C'est-à-dire autant, par exemple, nous, on a sur les sites web, donc on est en train de refondre nos sites web. Donc il y a des outils qui permettent d'évaluer l'impact environnemental des sites web. On a développé ce nouveau site web en prenant en compte ça dès la sélection des prestataires. Hein. On les a questionnés sur leur démarche environnementale. Après, sur d'autres services, j'ai cité par exemple les visites à distance ou par exemple des services les fameux services immersifs, donc on va parler plus tard. Finalement, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas. On s'est lancé dans une démarche expérimentale en se posant la question de pouvoir mesurer. C'est pour ça que dans le cadre de l'incubateur du patrimoine, nous travaillons avec Jérôme David de Zente pour se donner les outils et les moyens déjà de savoir de quoi on parle, de capable de modéliser et de mesurer pour non seulement être capable en mesure de mesurer l'impact en termes de diffusion, mais après l'impact environnemental, sachant que d'après les premières études qu'on a faites, parfois il y a un peu contradiction entre les deux. On citait le matériel où nous on tient beaucoup à ce que quand on diffuse par exemple des expériences à distance, ça puisse se faire dans des classes sur le matériel qu'ils ont dans des classes, qui est souvent des PC antédiluviens. Donc là on est complètement dans le recyclage de matériel, c'est super. Par contre on s'est rendu compte en termes de, si on veut diffuser sur des PC, ça veut dire que va falloir probablement utiliser d'autres protocoles de diffusion qui peuvent coûter plus cher. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut mieux? On ne le sait pas encore. C'est toute l'expérimentation qu'on va faire avec Zend sur l'analyse de cycle de vie, de voir finalement qu'est-ce qui est le mieux à tout point de vue. Donc, Jérôme, j'imagine que de votre côté, il n'y a pas de contradiction. Enfin,
la vocation de ZNT, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre développement numérique et développement écologique. Et alors, je vais revenir deux secondes sur Zent. En fait, l'origine de Zent, nous, on est parti du constat que le développement du numérique, avant tout, c'est fait par des ingénieurs, des techniciens. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la performance. Sauf que l'environnement, c'était pas la préoccupation il y a 5-6 ans, des standards de diffusion, des protocoles IP, comment on fabrique du matériel. On voulait toujours plus de performance. Je pense que la difficulté et la question qui se pose, est-ce qu'on a besoin de plus de performance pour atteindre les missions, notamment culturelles, de savoir est-ce que je vais avoir une attractivité de mon patrimoine qui va être là, est-ce que je vais pouvoir le transmettre. Là, je pense que le numérique, aujourd'hui, on peut pas s'en passer. Je pense que si on faisait un sondage rapide dans la salle, je pense que tout le monde a un ou plusieurs réseaux sociaux. Pourquoi avoir plusieurs réseaux sociaux? C'est un peu se poser ces questions-là. Donc aujourd'hui, le numérique, il est là. Il faut savoir, effectivement, on a la face cachée de l'iceberg. Vous dites aujourd'hui c'est 5-10%, plutôt 5% actuellement, mais assez rapidement 10%. C'est plus que le secteur aéronautique. Et on le savait pas il y a encore 18 mois. On le savait pas. Hein. Quand on parlait de ça, quand je parlais de ça, moi il y a 5 ans, on me prenait pour un fou quand je parlais des impacts environnementaux du numérique. Donc le numérique, ça a des impacts alors en gaz d'émissions à effet de serre, mais également en consommation de ressources. Les emprunts aussi, donc c'est pas que les émissions de carbone. Il faut avoir une vision ACV, donc analyse de cycle de vie, et mesurer. Donc il faut avoir cette prise de conscience qu'on peut tous faire, pour qu'on puisse, quand on va consommer un service numérique, au moins savoir ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et quand vous consommez votre service numérique, votre messagerie, votre site web, vous savez combien vous consommez, non, vous savez pas combien vous émettez. C'est ça pour moi ce qu'il faut réussir à résoudre. Et après, je pense qu'on y arrivera. Alors c'est bien parce que vous avez fait l'enchaînement avec le sujet suivant qui était justement l'évaluation. Agnès l'a évoqué et Patrick aussi. Alors peut-être que la première phase pour vous, institution culturelle, la première phase de la réflexion du chantier de l'écologie, c'est déjà d'évaluer quel est votre impact. Est-ce que c'est un travail que vous avez commencé à faire? Est-ce que vous avez l'impression que les outils existent ou qu'il faudrait créer des outils, notamment pour le secteur de la culture? Je commence. Allons-y. Alors, à ma connaissance, en tout cas sur les questions de production numérique, aujourd'hui, il y a pas d'outils, ou en tout cas moi j'en ai pas identifié. Production et diffusion, oui pardon. Effectivement c'est les deux aspects. On a des outils autour du spectacle vivant, il y a des outils autour de la scénographie qui sont en train de se développer. Il y a voilà pas mal de partage autour de ça, mais vraiment sur les aspects plutôt numériques assez peu. Alors quand même juste mentionner que dans le cadre du lab numérique responsable qui a eu lieu l'année dernière et qui a été organisé par les Augures et Contrôless, on a développé un prototype autour de la communication numérique, donc vraiment la diffusion réseaux sociaux et sites web, qui est disponible aussi en licence Creative Commons et donc voilà, c'est un prototype, donc il a toute vocation à s'améliorer et je vous invite à le tester et aussi à l'expérimenter. Mais voilà, c'était une première étape dans cette question. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'outils, en tout cas très développés. Par contre, ça va arriver. Il y a la question de la multiplication des calculateurs. C'est aussi comment on mesure, quels indicateurs se mettent un peu d'accord et c'est pas forcément évident. Il y a la question de l'opacité des GAFAM. Faut se dire que aujourd'hui, on se base sur les infos qu'ils veulent bien nous donner et il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est quand même un vrai manque de transparence. Donc il y a probablement un souci qui nous dépasse un peu, qui est celui de la régulation. La régulation du Web 2 en général, c'est un vrai souci, on va dire. Et cette mesure, il va falloir la faire avec des outils sur lesquels on se met d'accord, peut-être au moins entre nous, pour pouvoir comparer des choses comparables. Mais ça va pas, c'est pas une question très simple. Et l'outil prototype dont tu parles, que tu fais référence, il permet du coup de calculer, par exemple, l'impact d'une institution en fonction du volume de messages diffusés sur tel type de réseau social, par exemple. Oui, en fait, c'est un outil en 4 étapes. On choisit d'abord les canaux de diffusion qu'on utilise. Ensuite,
on a une étape de sensibilisation qui nous donne en fait des informations sur OK, est-ce que vous connaissez bien ces canaux, est-ce que vous savez qui les gère et c'est quoi leur politique notamment vis-à-vis des enjeux RSO global. Donc ça c'est plus de la sensibilisation on va dire et du partage d'informations. Ensuite, il y a une partie où on rentre le nombre de posts, la fréquence, le nombre de minutes de vidéo, etc. Alors le nombre d'images voilà, bon, peut-être pas aussi détaillé, mais voilà, et qui fait un premier calcul d'équivalent CO2. Encore une fois, c'est un prototype, donc c'est une manière de mesurer. On sait que c'est pas parfait, mais l'intérêt, c'est qu'à partir de cette manière de mesurer, si on mesure plusieurs campagnes différentes, on a quand même un indicateur qui est toujours le même et qui nous permet de comparer des opérations de manière différente. Et puis, la quatrième étape de ce prototype, c'est une étape de recommandation, c'est-à-dire de dire, OK, bon, bah maintenant vous avez un peu fait le bilan, est-ce que vous avez pensé à telle stratégie, est-ce que vous avez pensé à peut-être réduire le poids de vos vidéos, éviter que y ait de l'autoplay sur vos vidéos, peut-être améliorer l'éco-conception de votre site, enfin voilà, avec des pistes derrière d'amélioration et des challenges en fait qu'on se donne. Donc c'est vraiment on va dire un prototype multi-usage. Donc c'est un fichier Excel téléchargeable, Creative Commons, donc chacun peut se l'approprier, le faire évoluer. Pas hésiter à faire des retours à l'équipe qui l'a conçu, donc les Augure Control S aussi pour que eux l'améliorent. C'est un travail on va dire collectif qu'on a initié et qui devrait nous permettre pouvoir comparer l'impact des différentes institutions qui vont utiliser ce tout à fait. De votre côté, du côté du Palais de Tokyo, est-ce que vous faites ce travail d'évaluation déjà de votre impact? Alors, au Palais de Tokyo, au quotidien, on ne monitore pas au chiffre près parce que, comme l'évoquait Agnès, on n'a pas les outils en interne justement pour des logiciels précis pour nous dire tel taux de CO2, tel, à part le prototype qui vient d'être développé au lab responsabilité des Augure et Control S, comme vient de l'expliquer Agnès également. Donc ça, c'est plutôt un outil d'aide, un peu d'aide à la décision, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on ne monitore pas en chiffres précis, on est quand même conscient de nos impacts. On sait que notre site internet et ce qu'on y héberge dessus et toutes les données qu'on partage a un impact. Donc on essaye de passer par un hébergeur vert en France, dont on pourra parler un peu plus tout à l'heure. On développe aussi des modes de navigation alternatifs comme le mode éco qui supprime toutes les images, toutes les vidéos et toutes les animations. Très bien. Tout ce qui concerne l'infrastructure numérique, comme je le citais plus haut, on sait qu'également le principal impact en termes de numérique vient quand même des infrastructures, donc on essaye de passer au maximum par du reconditionné et on se pose des questions sur notre communication sur les réseaux sociaux qu'on pourra également évoquer tout à l'heure, mais sur de la production vidéo, sur le poids que ça nécessite. Et en fait, nous, on est au début de notre réflexion aussi sur la sobriété numérique qui s'intègre dans une stratégie plus globale de RSE et donc on avance, mais effectivement on n'a pas un monitorage très précis au quotidien, mais une conscience, c'est déjà ça. Patrick, toi l'ingénieur, je suis sûr que tu as fait un beau tableau Excel qui permet d'évaluer tout ça au Centre des Monuments Nationaux. Comme j'ai dit, donc sur la refonte de notre site web, parce qu'au CMN, notre site web en fait c'est 100 sites web, puisqu'on a 100 monuments, donc c'est le site institutionnel puis 100 sites web. Donc dès l'appel d'offres, la responsabilité environnementale était prise en compte dans la section des prestataires. Dans la conception, donc il y a plein de choses qu'on a fait au niveau de la conception. Par exemple, on peut faire des ateliers avec les utilisateurs pour ne développer que ce qui était nécessaire et pas des choses qui ne serviront pas. On a mis des recommandations, des consignes sur tous les médias qu'il y a dedans, les vidéos, etc., pour les limiter. On a mesuré, comparé notre nouveau site web avec l'ancien pour voir quelles étaient l'empreinte. Alors sachant qu'il n'est pas encore mis en ligne, tous les contenus sont pas là, donc c'est purement indicatif, mais c'est quelque chose qu'on veut recommencer avec donc il y a des outils pour le mesurer. Alors bon, je sais que les outils ont l'inconvénient, parfois faut mesurer page par page, donc ce qui est un peu lourd, mais bon voilà, ça peut se faire. Alors après pour les autres expériences, comme je disais, on n'a pas d'outils.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec le data center vert de Zente et que dans le cadre de notre projet CMN numérique, on veut modéliser et si possible mesurer en temps réel 3 types de services. On a choisi 3 cas d'usage. L'un, c'est une visite à distance en 360 degrés. L'autre, c'est un escape game à distance dans un univers virtuel hyper réaliste. Et le troisième, c'est une expérience immersive, quoi. Mais alors pour les outils, je vais plutôt laisser Jérôme parler parce que c'est lui le spécialiste pour dire comment, avec son data center, il peut mesurer tout ça. On va revenir à vous, Jérôme. Ce que je vous propose, c'est de passer du coup on va essayer de chapitrer. On va parler du site internet et comment on peut faire un site internet qui est un peu plus écolo. On parlera ensuite réseaux sociaux et on parlera ensuite des nouvelles expériences dont tu as déjà un peu parlé, Patrick. Je vous propose donc de commencer par le site internet. Parmi toutes nos institutions, le Palais de Tokyo est la première à avoir lancé une version écolo de son site internet, une version responsable. Vous l'avez fait il y a quelques mois. C'est quoi le retour que vous avez alors vous me disiez tout à l'heure avant de démarrer la table ronde que vous n'étiez pas capable d'évaluer la proportion des personnes qui choisissaient l'option écolo, mais déjà après quelques mois de cohabitation ou de coexistence entre ces deux versions, quel est le ressenti de l'institution? Donc entre l'ancienne version, la nouvelle version, ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on a sorti ce nouveau site. Moi, je suis arrivée au Palais de Tokyo en 2020 justement pour piloter cette refonte, donc j'ai pu suivre cet épisode dès le départ du marché public, comment on a intégré aussi des notions d'éco-conception et d'hébergement plus durable dans ce marché public. Et ce qu'on peut noter aussi, il y avait plein d'autres problématiques aussi, un meilleur accès à la billetterie, mais également à l'information, à la médiation, l'agenda. Mais au-delà de ça, on a voulu travailler vraiment sur 3 briques. Une basée sur l'hébergement, parce qu'on savait que ça avait un impact très concret, très fort, et au-delà du développement durable, ça nous importait également d'avoir un impact social et surtout en termes de données personnelles. Donc on a choisi un hébergeur qui est en France, qui s'appelle Data Campus, qui est dans la région du Futuroscope, à Poitiers, et qui immerge ses serveurs, qui réutilise la chaleur pour chauffer les habitations environnantes. C'est une entreprise à mission, donc avec toutes les contraintes qui sont liées à ce statut, et une entreprise à échelle aussi locale, et donc toutes les données qu'on met sur le site du Palais de Tokyo, toutes les données personnelles qu'on possède aussi de nos visiteurs, elles sont hébergées en France, elles vont pas sur un autre continent, donc ça c'était assez important pour nous. C'est le premier impact dans, on va dire, l'éco-conception de ce site. Le deuxième, c'était de travailler sur le design. Donc d'avoir au moins une brique dans notre design qui nous permette d'être plus sobre, et encore une fois là où est-ce qu'on met le curseur entre des vidéos incroyables, des superbes animations et l'effet waouh dont on a aussi besoin finalement pour je pense certains visiteurs, et pour communiquer, c'est ça, c'est l'essence aussi de la communication, et finalement une sobriété qui parfois peut sembler très austère. Donc ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce fameux mode éco qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, un bouton à activer. Et donc quand on arrive sur le site, on n'a pas encore accès au site directement en mode éco, mais pourquoi pas, peut-être plus tard. Et en fait, il faut activer ce bouton pour pouvoir naviguer, avoir une expérience de navigation beaucoup plus sobre, c'est-à-dire sans aucune animation superflue, sans aucune vidéo, sans aucune image. Et ce qui apparaît à la place, c'est la balise Alt, donc c'est le texte alternatif derrière les vidéos et les images, qu'on est aussi obligé de remplir pour des questions d'accessibilité. Donc ça nous permet d'être un petit peu plus rigoureux avec nous-mêmes également dans la contribution du site. Et enfin, la troisième brique, qui est quelque chose que l'agence et les développeurs ont un peu plus travaillé, c'est sur le chargement des éléments sur la page. Quand on navigue, les éléments qui sont visibles, nécessaires, se chargent automatiquement, mais c'est pas l'intégralité de toutes les données qui se chargent, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ça, c'est vraiment les 3 choses qu'on a sur notre site. Ouais. Mais effectivement, on n'a pas traqué encore ce bouton mode éco, donc je suis pas capable de vous dire. Dommage que vous l'ayez pas fait. Mais c'est en cours. Pour moi, un site, c'est aussi une évolution constante, et on va rajouter des choses, on va s'améliorer, on est vraiment dans cette dynamique de chercher, tester, s'améliorer.
Et est-ce que vous pourriez imaginer d'être plus radical et que la version par défaut qui s'affiche quand on arrive est la version éco et qu'il faille appuyer sur le bouton pour avoir la version non écolo? Bah ça, c'est la prochaine étape. Mais Vous alliez totalement. jusque-là? Bah, pourquoi pas, c'est des discussions qu'on a avec mon directeur qui est directeur de la communication et de la RSE, Mathieu Boncourt, dont on discute justement, et on a envie, on n'a pas envie d'être dans la demi-mesure aussi, parce que développement numérique, ça sous-entend aussi consommation de ressources dans un monde où les ressources sont limitées, donc quelles ressources on consomme pour quelle nécessité. Moi, ça me dérange pas d'arriver sur un site en total mode éco si c'est cohérent avec ça, tout en respectant un minimum aussi les publics et les visiteurs et leur accès à l'information. C'est toujours cet équilibre. Alors Patrick, tu parlais de tes nouvelles versions de site. Est-ce que vous raisonnez de la même manière, hébergement et diffusion des contenus, affichage des contenus? Tout vient d'être dit. Sauf qu'on n'a pas le bouton. Voilà. Vous n'avez pas le bouton éco. Voilà. Et pour quelle raison vous n'êtes pas allé jusqu'au bouton éco? C'était pas encore, on va dire, on a refait notre site web pour répondre à un certain nombre, parce que notre site web était assez vieux, répondait plus aux attentes. Aujourd'hui, par exemple, il traitait très mal les principes de billetterie, il était pas adapté au mobile, donc ça c'était la première priorité. La deuxième, donc on a pris en compte, comme j'ai dit, et c'est exactement les mêmes principes, hein. De toute façon il y a pas de mystère dans la conception. Après on verra. Pour l'instant il est pas encore alors du coup, en quoi il est éco? Alors on va parler de l'hébergement tout de suite après, mais dans l'affichage des informations, dans l'ergonomie, dans la conception, en quoi il est éco du coup aujourd'hui? Par exemple, avant on avait plusieurs sites, par exemple les éditions du patrimoine, l'incubateur, il y avait des sites différents, donc on a tout fusionné, ce qui est beaucoup plus économique. Comme je dis, au niveau des fonctionnalités, on a travaillé pour ne développer que ce qui était nécessaire, ce qui mine de rien change pas mal de choses. Ça a été cité sur la taille des médias et l'affichage des médias, ça c'est des choses, je vais pas reprendre tout ce qui vient d'être dit, quoi. De toute façon, il y a des guides maintenant qui ont été publiés par le ministère sur l'éco-conception et qui sont très bien faits. Bon, après, quand on est un ancien développeur, on retrouve des choses qu'on nous a appris à l'école, donc c'est toujours amusant de voir combien de très bonnes pratiques, mais bon, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir parler un petit peu avec Jérôme. L'hébergement, du coup, était l'une des dimensions de l'éco-responsabilité. On l'a mis dans l'appel d'offres aussi. Et du coup, c'est hébergé chez... non? Pas encore. Pas encore. Avec Jérôme, c'est une dimension expérimentale. Mais il va vous expliquer. Alors, Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, en quoi votre hébergement et votre solution d'hébergement, ou la solution technique générale, est écologique ou plus écologique qu'une autre solution? Alors oui, on a développé un micro data center qui est intégré dans un tiers-lieu culturel, donc qui est basé à Avignon, donc qui est un tiers-lieu qui s'appelle la Syrie, donc qui vit de la culture, en produisant des spectacles. Et on a été assez fou pour installer des panneaux solaires à 80 mètres des remparts d'Avignon et alimenter nos serveurs à 100% ENR, 24/24, 365 jours de l'année. Donc si vous mettez vos données, que ce soit un site web, du stockage ou quoi que ce soit, tant qu'on est dans la capacité d'énergie produite par le site local, donc on a la possibilité d'héberger des services numériques. Ça, c'est l'originalité de notre démarche, sachant que effectivement, comme vous le disiez justement, les GAFAM sont pas du tout transparents. C'est impossible d'avoir des informations. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, pour nos clients, on donne à disposition des métriques temps réel de consommation sur les services numériques. Donc, les questions que vous vous posez, est-ce que améliorer le contraste de ma page, ça me permet d'améliorer la consommation? Alors, la consommation sur poste, certainement. Vous verrez l'effet sur la partie serveur. En temps réel. Les transferts de fichiers. Donc, par exemple, on a fait des tests avec des services de visioconférence avec transfert de fichiers comme des outils qui sont open source. On travaille beaucoup avec l'open source chez Zent, comme Mattermost, qui est un outil de messagerie comme Teams. Quand on transfère les fichiers, on voit la consommation du transfert de fichiers quand il est envoyé sur le réseau. Et ça permet de construire des métriques qui sont un cran plus loin, parce que c'est une très bonne démarche. Les bonnes pratiques, il faut les faire, il faut les mettre en place, simplement pour savoir est-ce que je suis à la marge ou est-ce que je gagne 50% de mon empreinte. C'est compliqué à estimer. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont tout à fait corrects. Nous, on complète ça par des mesures. On veut être dans la mesure, en fait, mesure et puis l'authenticité de la démarche.
avec ce côté traçabilité des données et traçabilité du système d'énergie. Et du coup, vous êtes donc vous habitez dans un tiers-lieu culturel, hein, vous êtes hébergé, et vos cibles, enfin, votre public prioritaire, votre public cible, ce serait plutôt des institutions culturelles ou des lieux culturels. Alors, on travaille beaucoup. Alors, il y a une raison de fond parce que 50%, comme vous l'avez dit, du trafic, c'est de la culture. Donc 50% des besoins, des problématiques exprimées, finalement, ça revient au secteur culturel. Donc on va travailler au sens large au niveau du secteur culturel parce qu'il y a une fibre théâtre, on est quand même dans la fibre culturelle. Mais on va travailler par exemple avec des entreprises qui font de la production d'images de synthèse, d'animation de 3D, qui eux font tourner des machines 24/24, parce que pour produire 5 minutes de vidéo que vous allez voir sur votre PC, il a fallu faire tourner une semaine des machines 24/24 sur le parc. Donc vaut mieux que ça tourne chez nous que sur un site qui est plat. Alors après la démarche, on va pour compléter, on n'a pas de système de refroidissement, on n'en met pas, parce qu'on a travaillé sur la consommation des serveurs, sur des approches très techniques qui permettent de réduire la consommation et de plus avoir besoin de refroidissement. On n'en a plus besoin. Donc, et sur le cycle de vie des matériels, qui est un point clé à avoir en tête qui ressort, on ne change pas le matériel, on modifie juste le processeur. Mais en même temps, c'est ce qui impacte le plus, mais on ne va pas renvoyer chez Dell le matériel. On va désassembler, le faire sur place et changer le microprocesseur pour le faire évoluer ou changer la barrette de RAM pour faire évoluer le matériel. Donc, on a ce lien de proximité qu'il faut réussir à établir pour que, côté utilisateur, et voilà, qu'on ait quelque chose qui se fasse finalement en circuit court. Où en est le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, par rapport à l'éco-responsabilité de son site internet, hein. Alors, nos sites internet, oui. Nos sites n'ont pas été co-conçus. Ils sont sortis l'été 2021. C'est pas très longtemps pourtant. C'est pas très longtemps pourtant, mais effectivement, ça n'avait pas été anticipé ou vu comme une démarche à l'époque possible. Maintenant, c'est pas trop tard, j'ai envie de dire, c'est jamais trop tard. C'est aussi tout l'intérêt du numérique, hein, c'est qu'on est dans des étapes d'amélioration continue de nos sites internet, amélioration en termes de fonctionnalité, amélioration en termes d'accessibilité et amélioration en termes d'impact énergétique. Donc c'est une démarche aujourd'hui qu'on a initiée fin d'année dernière, qu'on travaille avec nos prestataires, mais aussi qu'on essaye de structurer, on va dire. Et vraiment, c'est cette question de comment améliorer de manière continue nos sites pour un impact plus léger. On a, par exemple, petit détail, mais remplacer les vidéos par des vidéos beaucoup plus légères. On travaille toujours sur l'optimisation du poids des images. On a tout un chantier sur les caches et l'affichage effectivement des contenus. Voilà, ça c'est vraiment du travail de fond qu'on mène. Et puis on a un renouvellement de marché sur la question de maintenance et hébergement à horizon début d'année prochaine. Et donc là, pour le coup, on a vraiment envie d'intégrer ces notions dans le nouveau marché, notamment sur les questions d'hébergement, sur les questions d'éco-conception, etc. Donc voilà, ça va vraiment faire partie du nouveau marché sur la partie évolution et maintenance. Donc ça veut dire qu'un site qui n'a pas été éco-conçu, par des améliorations sur l'ergonomie, sur l'arborescence, non, mais le graphisme et surtout le poids des contenus, donc l'optimisation du poids des contenus, on peut Tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'on n'a pas éco-conçu au départ qu'on peut pas mettre en place l'éco-conception dans la question de la maintenance et de l'évolution progressive du site. Heureusement d'ailleurs. On va pas tout refaire. Patrick, tu voulais dire quelque chose? Tu rajoutes? Alors, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant peut-être à une autre activité de communication numérique qui est fortement consommatrice d'énergie dans tous les sens du terme. C'est l'activité réseaux sociaux. Avec une question que je vous ai posée quand je vous ai envoyé
le conducteur de la conférence, si on publiait moins et mieux. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion sur ces volumes de contenu? On a vécu une sorte de course à l'échalote là pendant les 5 dernières années. Le Covid en a rajouté une couche avec une démultiplication du volume des posts publiés, avec de plus en plus de vidéos attachés à ces posts publiés. Donc comment on fait pour revenir en arrière aujourd'hui, et comment on fait, on l'évoquait à l'instant, pour garder le même impact, hein, c'est quand même ce sont les outils de communication. Donc est-ce qu'on peut garder le même impact en mettant moins de vidéos ou en communiquant avec moins de posts, hein, Lucille? La sacrée question. Mais je suis d'accord avec cette idée de poster moins mais mieux en théorie. Vraiment, j'adhère complètement. Et la stratégie de communication digitale et stratégie de communication du Palais de Tokyo adhère également. Après, je pense que dans la pratique, c'est là où on est dans un rapport finalement assez bipolaire, parce que nous, ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas en interne dans la communication digitale du Palais de Tokyo, c'est de se poser toujours la question de la nécessité de tel contenu, notamment vidéo. Est-ce qu'on a besoin de diffuser exactement la même vidéo dans son entièreté sur l'intégralité de nos réseaux sociaux quand on a déjà LinkedIn, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, qu'on a également sur SoundCloud? Enfin, on peut quand même, on commence à avoir un panel assez large en fait de réseaux sur lesquels on communique. Et déjà, il faut se poser la question de la nécessité, de la communauté qui nous suit sur ces différents réseaux, et parce que souvent c'est pas la même, et elle a peut-être pas besoin non plus de la même information. Et même au-delà de ça, je pense, pour aller encore plus loin, une fois qu'on a réfléchi sur la nécessité et sur le poids de ce qu'on produit, donc quelle optimisation vidéo, principalement vidéo en fait, parce que c'est ça qui est le plus énergivore et qui demande le plus de stockage, c'est aussi se poser la question de est-ce que ça vaut la peine en fait de rester sur certains réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que enfin, sincèrement, quand on passe du temps à produire une vidéo, donc c'est du temps, c'est de l'argent, c'est toute une réflexion pour toucher même pas 5%. Ouais, avec des taux d'engagement qui ont plutôt tendance à baisser chez certains réseaux. Totalement, des taux d'engagement qui ont totalement baissé, qui voire par moments sont effondrés. En fait, on est soumis à des politiques algorithmiques des GAFAM, et la complexité de ce problème, c'est justement d'essayer de s'en extraire. Alors en théorie, je suis totalement d'accord, mais au quotidien, dans la pratique, on se retrouve toujours un peu à la merci de ces politiques algorithmiques. Je repense à l'année dernière, Instagram a changé son algorithme et a favoriser les vidéos, les courtes vidéos, les réels, ce qui a en fait modifié tout ce que nous on bossait. Enfin, toutes les belles photos qui fonctionnaient bien, qui nous permettaient de remonter un peu dans l'algorithme, plus personne les voyait, notre communauté n'y avait plus accès. Et les seules choses qui fonctionnaient, c'était des courtes vidéos. Finalement, comme Kim Kardashian a mis un peu de pression, ils ont décidé de revenir en arrière. Merci Kim. Merci Kim. Et voilà, ça nous met dans une position où en fait on n'est plus maître aussi de ce qu'on partage et de ce qu'on crée. Et ça, c'est un réel problème. Donc oui, moi je crois vraiment à poster moins mais mieux, mais ça sous-entend changer de paradigme, rentrer pour le coup dans une idéologie qui s'apparente plus à de la décroissance, voir nos statistiques aussi différemment, et peut-être se dire que si les contenus qu'on produit sur certains réseaux sociaux ne touchent plus la communauté qu'on a là-dessus, essayer de ramener la communauté vers des outils dont on est les réels propriétaires, c'est-à-dire vers notre site internet, vers nos newsletters, vers toute cette information qu'on peut vraiment gérer de A à Z finalement. Est-ce que vous réfléchissez à cette forme de décroissance sur les réseaux sociaux? Est-ce que comme Lucille, vous posez même la question de savoir si vous débranchez pas ou ne cessez pas de la publication sur certains réseaux sociaux? Je pense qu'on est moins avancé que le Palais de Tokyo sur ces réflexions, très honnêtement. Après, on en parlait, donc il y a un peu cette question de la mesure déjà, être capable un petit peu d'identifier. J'adhère complètement à tout ce que vient de dire Lucille, c'est-à-dire que le vrai problème de la communication Web 2, c'est le manque de transparence, le fait que les algorithmes changent. Effectivement, la toctéisation des réseaux sur l'année dernière a été un questionnement. On a dû faire des tests, expérimenter de nouvelles choses pour comprendre ce qui fonctionnait pas. Donc, avant même de se poser la question de comment réduire, il y a déjà comment ça fonctionne en fait. Et ça, c'est déjà un gros travail. Et après, effectivement, on a très envie de faire mieux
et plus ciblée. C'est une vraie réflexion qu'on est en train de mener, d'aller travailler plus avec des communautés ciblées sur des sujets pointus, de moins faire de la communication très large, de plus faire de la médiation numérique online, c'est-à-dire aller plus vers des messages, vers des contenus que juste de l'information et de la communication. Et ça, c'est un travail pour le coup que le musée d'Orsay fait depuis très longtemps, c'est-à-dire que la qualité du contenu produit par nos community managers sur les réseaux sociaux, c'est aussi une qualité de scientifique. Il y a évidemment de la promotion, mais il y a aussi beaucoup de contenus scientifiques qui sont diffusés, et ça c'est important, moi je trouve. Enfin, en tout cas, c'est une stratégie qu'on garde et qu'on porte, d'être plus dans du message, du contenu et moins dans de la com, et ça fait aussi partie des missions, et c'est aussi une manière, on va dire, de mieux contrôler ce qu'on raconte et la manière dont on raconte. Mais c'est vrai que le Web 2 n'est pas un endroit facile où traiter cette question RSO, parce que manque de transparence. Et on peut avoir le doux rêve de se dire que ces grands GAFAM vont peut-être un jour nous donner plus de visibilité. Je crois qu'il faut pas rêver. La régulation, on l'a raté sur cette étape-là. On en parlera après. Il faut peut-être pas se planter sur le Web 3. Voilà, Est-ce que, alors Patrick, alors c'est pas ton domaine d'intervention, les réseaux sociaux, donc tu auras peut-être moins de choses à dire. Hein. Oui, mais en gros, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Agnès. Hein. Nous, on est vraiment déjà comme je l'ai dit, hein, d'abord dans une problématique de mesurer pour comprendre où sont les impacts, et après pour pouvoir décider, quoi. Voilà. Alors, on va peut-être du coup évoquer les nouvelles formes d'expérience. Alors, on va commencer par les nouvelles formes d'expérience numérique en ligne. Et je vais te laisser la parole du coup, Patrick, parce que alors vous avez été extrêmement actifs, imaginatifs et expérimentaux pendant les 3 dernières années, donc pendant la période Covid, avec, comme tu l'as déjà évoqué, avec les visites virtuelles, avec les visites guidées. Alors, du coup, est-ce que aujourd'hui vous êtes sorti de la phase d'expérimentation, vous êtes en train de pérenniser ces outils? Est-ce que vous vous posez la question, ou c'est peut-être un peu trop tard, du coup de leur impact environnemental, ou vous vous dites que d'abord, innovons d'abord, on s'est lancé, on a testé pendant 2 ans, on se lance. Non, donc comme j'ai dit, pendant 2 ans on a testé, on a fait donc plus de 500 visites, hein, on a eu plus de 13 000 visiteurs, on a vu l'impact parfois incroyable que ça pouvait avoir en termes de toucher des nouveaux publics et d'attirer de nouveaux publics au patrimoine. On a fait vraiment des choses absolument, on n'aurait même pas pensé qu'on pourrait les faire. On s'est posé quand même le fait qu'on s'est mis toujours une volonté de dire on veut aller partout. Ça force la sobriété numérique, parce que par exemple, quand vous dites vous allez dans une école, c'est-à-dire forcément vous pouvez déployer que des solutions qui sont économes en bande passante. Alors que depuis, on voit dans les salons d'ailleurs vous posez la question à beaucoup de personnes qui sont présentes là, ils ont aucune idée des prérequis qu'il faut pour déployer leurs expériences. Vous leur demandez quelle bande passante il faut, ils vont dire un bon réseau, ce qui ne veut rien dire. Voilà. Donc nous on a mis assez tôt en disant voilà, faut pas plus de temps, ce qui est déjà une forme de sobriété numérique, pour dire parce qu'on veut toucher tout le monde et qu'on veut pas aller dans cette inflation de dire il y a des gens qui vous vendent des choses où quand vous regardez il faut 10 mégabits, ce qui est complètement énorme, quoi. Et là on est dans la surenchère qu'on raison à mon sens de défendre certains. Donc ça c'était déjà la première étape. Et maintenant, comme j'ai dit, dans le cadre de l'expérimentation qu'on fait avec Jérôme, on se pose justement la question de mesurer, déjà de modéliser, puisque ça n'a pas été fait. Hein. Il n'y a aucun modèle qui existe pour dire quand vous diffusez dans une classe, nous on diffuse, on a pris le parti de pouvoir diffuser dans des classes sur écran, sur PC, et pour nos autres expériences aussi sur casque, un peu uniquement sur casque. Quel est le modèle complet, combien ça consomme pour pouvoir effectivement comparer, et aussi on souhaite aussi aller vers des modes de diffusion plus économes, puisque ça c'est l'autre volet de notre projet. Aujourd'hui on a beaucoup utilisé des outils de visioconférence tels que Teams ou Zoom, parce que c'était le plus facile à mettre en œuvre, c'est très intuitif, tout le monde peut s'en largement servir, déployé, mais c'est pas forcément les plus économes d'un point de vue bande passante, à la fois les plus économes et les plus efficaces. Donc c'est pour ça qu'aussi on développe avec la société MyTourLive, l'idée c'est de développer un outil de streaming justement qui permette de s'adapter à tous nos formats, parce que comme tu l'as dit, on a
expérimenter beaucoup et d'avoir un outil unique et aussi d'un point de vue visiteur beaucoup mieux et qui sera beaucoup plus efficace d'un point de vue bande passante et environnement. Et ça veut dire que dans le cas, par exemple, de My Tour Life, il faut que son hébergeur soit aussi, vert. Hein. Voilà. En partie vert. Hein. Vert, tout à fait. Ah ben quand on veut faire toute la démarche, enfin on a commencé à y travailler, c'est pas si simple. Hein. Surtout que souvent tous les prestataires utilisent des librairies, c'est très facile d'utilisation. Certains GAFAM d'ailleurs en jouent beaucoup, c'est très facile d'utiliser. Et après quand on veut tout détricoter pour dire voilà on va vouloir l'héberger, c'est compliqué. Alors, ça pose la question de l'analyse de cycle de vie. Donc c'est une science qui est toujours en développement, en amélioration. Donc il y a des choses qu'on connaît bien, par exemple tout ce qui va être émission de gaz à effet de serre. Par exemple, récemment, c'est assez récent qu'on est capable de calculer les empreintes eau par pays, par exemple. Alors qu'avant, c'était un coefficient, c'est même pour toute la planète, quoi. Ce qui n'est pas très logique ou très intuitif quand on fait. Donc il y a une amélioration de cette connaissance-là. Donc faut aussi avoir cette vision dynamique qui fait que on réalise des choses qu'on se rend pas compte à l'instant T. On est tous très focus sur les gaz et émissions à effet de serre, mais demain, si on n'a pas d'eau pour vivre, ça ira peut-être plus vite que le carbone. Donc faut se poser ces questions-là. Donc il faut quelque part de plus en plus être multifactoriel dans cette manière de pouvoir prendre des décisions et de fournir ces indicateurs-là. Donc cette science-là, elle évolue, elle publie, elle est en train de se standardiser, de s'uniformiser. Donc au niveau notamment avec à travers des standards qui sont mis dans la Commission européenne, qui sont globalisés au niveau de l'UNEP-CETAC, donc qui essayent d'avoir cet effort d'harmonisation pour que tout le monde utilise les mêmes bases de caractérisation pour que quand il y a un outil qui soit développé par un tel ou un tel, on parle tous le même langage, parce que c'était pas le cas. C'est pas le cas parce que les indicateurs peuvent se contredire. Il y a cet enjeu-là à avoir en tête d'amélioration continue de connaissances. Est-ce que dans les nombreuses expériences que vous êtes en train de déployer au niveau dans le réseau du CMN, est-ce que du coup, quand tu choisis les entreprises, le caractère responsable environnemental de l'entreprise fait partie des critères dans les cahiers des charges et dans le choix? Maintenant, oui. Alors, d'ailleurs, on veut plus rationaliser ça, mais oui, on l'a fait sur notre site internet, et là, moi, sur le dernier appel d'offres que j'ai fait, oui, ça en fait partie. Et ça en fait partie parce que en tant qu'institution publique, je considère que ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire aussi de sensibilisation, parce que ça, je crois que quelqu'un l'a évoqué, la sensibilisation, ça fait pas, c'est important. Et oui, ça fait partie du cahier des charges. Et maintenant, dans les critères, il y a un certain nombre de points sur l'approche. Et est-ce qu'il y a des cas où tu étais face à une solution qui te plaisait vraiment, extrêmement originale, extrêmement nouvelle, répondant vraiment à ce que vous recherchiez, et la case écologique n'était pas remplie? Pas encore. Mais comme de toute façon, il y a toujours un critère sur la bande passante utilisée pour les expériences à distance. De toute façon, ça fait la sélection là-dessus. Parce que quelqu'un qui n'a pas réfléchi, de toute façon, il est incapable de répondre. Est-ce que du côté du Palais de Tokyo, du côté des musées d'Orsay et de l'Orangerie, vous avez eu envie de tester de nouvelles formes d'expériences numériques en ligne, visite virtuelle, visite guidée ou autre expérience, et cette nouvelle contrainte écologique vous a un peu empêché d'y aller ou a ralenti la vitesse avec laquelle vous avez décidé d'y aller? Alors, du côté musée d'Orsay et de l'Orangerie, on a des projets en cours et ça nous empêche pas d'y aller. Par contre, c'est une question qu'on se pose, qu'on se posait pas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on se pose cette question. On réfléchit à effectivement comment le mettre dans nos marchés et comment mettre au moins des critères de mesure et d'être capable d'avoir des réponses aux questions qu'on va se poser. On voit aussi, donc il y a deux impacts sur ces sujets-là. Il y a l'impact
En fait, aujourd'hui, l'impact, il est 50% sur la production et 50% sur l'usage. Dans la partie production, le gros, c'est du matériel. Je crois que 80%, ça doit être du matériel. Donc, il y a deux axes de réflexion. Il y a celle du matériel, c'est-à-dire que quand on veut faire des nouvelles productions, diffusion online, se poser la question de est-ce que ça va demander à nos utilisateurs de changer de téléphone portable pour avoir la dernière version ? Non, on va essayer d'éviter. Donc, on va essayer d'avoir d'avoir des critères d'usabilité sans changement de matériel, ou en tout cas des versions, sinon déclinées, peut-être un peu plus légères, peut-être un peu moins, où l'expérience est peut-être un peu moins intéressante, etc. Mais qui permet d'accéder, que tout le monde accède et qu'on ne demande pas à nos utilisateurs finaux, à nos visiteurs d'acheter le dernier casque, d'acheter le dernier smartphone, etc. Et puis, il y a la question de la production mutualisée. D'essayer, et là je pense en particulier à ces questions du Web3 et du métaverse, de tous les acteurs, on les questionne sur l'interopérabilité. Tous n'ont pas une réponse aujourd'hui claire, mais en tout cas, on essaye de tirer, on va dire, le secteur vers ces questions d'interopérabilité, de les questionner et dire, OK, mais si on part avec vous sur tel projet, demain, si on veut aller sur une autre plateforme, comment ça marche ? Qu'est-ce que vous nous donnez comme asset qu'on puisse réutiliser ? C'est quoi la démarche ? Et vraiment d'essayer, d'avancer là-dessus. Je pense qu'on y arrivera, enfin, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas tout seul, hein. J'espère que sur le Web3, encore une fois, il y aura une meilleure Régularisation. Merci. Régulation, qui permettra cette question-là, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à développer, comme aujourd'hui on fait sur le Web 2, des contenus pour toutes les plateformes et pour tous les sujets. Il faut vraiment qu'on arrive à produire de manière intelligente et interopérable là où on a envie d'aller, là où ça fait sens. Et ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose, qu'on essaye de poser aussi aux acteurs qu'on rencontre et qu'on essaye de faire avancer. On n'a pas aujourd'hui de réponse, mais voilà, c'est des sujets qu'on travaille dans la réflexion sur les projets pour lesquels on est. Du côté du Palais de Tokyo, Eh bien, du côté du Palais de Tokyo, est-ce qu'il y a des services auxquels vous auriez vraiment voulu proposer à votre communauté et que vous ne proposez pas, ou que vous réfléchissez à ne pas proposer pour une raison écologique? Alors, je pense que de base, le Palais de Tokyo est assez low-tech sur les réflexions principalement de médiation. C'est pas mon cœur de métier, c'est un autre service qui s'en charge pour le coup. Mais l'une des forces de l'institution depuis 20 ans, c'est de la médiation physique dans des espaces. Donc, quand vous arrivez, il y a des médiateurs qui sont là, qui sont présents pour discuter avec vous, discuter des œuvres. Et autour de ça, il y a aussi beaucoup de visites, d'ateliers, d'expériences mises en place pour vivre les expositions un peu différemment, avoir une expérience, mais avec de l'humain. Ça peut aller d'une dégustation de vin liée à une exposition qui traite ce sujet, jusqu'à manger des aliments en rapport avec une autre. Là, je suis très dans le domaine culinaire, mais on peut faire plein de choses. Donc, il y a cet angle-là qui, de base, reste quand même assez low-tech, et on voit que ça convient aussi au public qui se rend sur place. Plus que jamais, même. Je pense que même depuis, on a même l'impression que depuis la fin du Covid, les gens ont envie à nouveau d'avoir plus d'expériences humaines, plus sensibles, peut-être moins d'outils numériques, même in situ. Oui, effectivement. Après ça, justement, c'est toujours pour moi, encore une fois, la question de la nécessité et est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout un parcours via QR code pour consulter des cartels dans une exposition quand on se rend compte finalement que peut-être que la majorité des visiteurs préfèrent s'adresser à un humain. Donc, encore une fois, où est-ce qu'on met le curseur? Et après, sur la question, j'imagine beaucoup plus liée à Metaverse NFT, je pense aussi que cette contrainte qu'on nomme de sobriété numérique, c'est bien de la prendre comme une contrainte créative. Je sais que Agnès porte aussi pas mal ce discours, mais en fait de faire de cette contrainte quelque chose qui va nous pousser à être plus créatifs, à faire quelque chose de plus vertueux et à rebondir en fait, et ne pas le vivre non plus comme quelque chose qui nous enferme, mais plutôt comme un champ de possibilités. Et c'est à peu près ça sur les questions des métaverses. Bien entendu, c'est aussi une question, on fait le grand écart entre écologie et en même temps séduction et grosse envie d'aller développer tout ça, mais c'est des questions qui ne sont pas encore tranchées à l'échelle du Palais de Tokyo, quoi, aujourd'hui. Alors, comme
Agnès et Lucille ont parlé de métaverse. On va en parler avec avec Patrick. C'est l'un des gros projets sur lesquels vous travaillez, enfin métaverse ou Web3 pour globaliser. Vous avez même un projet, donc dans ce cadre-là, un projet PIA4, enfin France 2030. Comment quand on déploie un projet ambitieux dans le Web3 avec si peu de visibilité sur ce que sera le Web3 et si peu de visibilité sur l'impact écologique qu'aura le Web3, comment on avance déjà, on avance en choisissant des partenaires qui sont sensibles à la question, ce qui est déjà une première chose, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. On a été approché sur ces sujets-là. Nous sommes approchés par beaucoup de gens, et certains n'ont pas vraiment de sensibilité. Donc c'est déjà le premier cas. Pour parler de l'univers virtuel persistant, puisque c'est comme ça que nous ne parlons pas de métavers en CFM. Donc nous travaillons avec Mira, notre partenaire pour le PIA4 c'est Mira, et qui dès le début a dit oui, ça nous intéresse de travailler là-dessus. Et dans le cadre de l'expérimentation qu'on fait avec Zen, c'est avec Mira qu'on espère aller le plus loin, c'est-à-dire aller au-delà de la modélisation, héberger en fait l'expérience qu'on développe avec eux. C'est un escape game à distance qu'on développe autour du château d'Azel Rideau, et ce qu'on veut faire, c'est aller jusqu'à pouvoir héberger l'escape game sur le data center à Avignon pour pouvoir le mesurer en temps réel. Et c'est vrai aussi, ce qu'on voit, c'est que par exemple Mira a une démarche, par exemple, bien que ce soit un univers virtuel persistant, ils ont fait le choix que ça ne tourne pas quand vous vous déconnectez, quoi. C'est-à-dire de gérer autrement, en disant de toute façon, quand on rentre dans l'expérience, il y a un petit temps qui va se passer, mais qui est acceptable finalement, et de travailler sur les données qu'il fallait qu'ils gardent pour être persistants plutôt que de faire tourner tout le temps, qui là est vraiment une catastrophe. Autre chose aussi, ils travaillent sur les protocoles, puisque comme on l'a dit, déjà sur le multi-support, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait une expérience qui soit au casque, mais aussi sur PC. Ça, c'est quelque chose, nous ne développons que des choses qui sont multi-support, pas que des choses qui sont au casque. Ce qui veut dire aussi qu'il faut réfléchir au scénario. Pour prendre un exemple, il y a un truc qui marche très très bien au casque, qui est le tir à l'arc. Bon, c'est sûr, le tir à l'arc sur un PC, c'est pas terrible. Voilà. Là, par exemple, pour tester ce fameux escape game en réalité virtuelle, ce fameux escape game dans le métavers, on va travailler avec un lycée d'Argenteuil, siège Jean Jaurès d'Argenteuil, que d'ailleurs je remercie pour sa participation. Nous allons tenter de travailler sur les PC fournis par la région, voilà, pour voir si ça marche et ce qui se passe. Donc Mira va jouer le jeu, on va voir ce que ça donne. Comme je dis, on va tester aussi, du coup on va être obligé de passer sur des protocoles qui sont un peu plus lourds, donc on va utiliser le pixel streaming, on va voir ce que ça coûte. Donc là aussi on compte beaucoup sur l'analyse en cycle de vie pour voir s'il vaut mieux réutiliser un PC de la région et faire du pixel streaming, ou bien utiliser un protocole où en gros on ne transmet que les positions, pour faire simple, les positions des visiteurs, et avoir un PC plus puissant, quoi. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui on n'a pas la réponse, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on nous avançons sur un mode très expérimental, puisqu'aujourd'hui je ne sais pas vous dire, oui, mais c'est l'inconnu pour tout le monde, on ne donc sait pas vous dire la réponse. On ne connaît pas la réponse, ni l'un ni l'autre, ni Mira qui n'est pas présent, quoi. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est super, et comme c'était dit, c'est la créativité, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit qu'on est rentré dans une démarche créative. Il y a été question aussi de la réutilisation des contenus, ce qui est au cœur de notre projet que tu as cité, PIA4, de voir dans quelle mesure on va être capable, jusqu'où on va pouvoir aller dans la réutilisation de ce qui a été produit. Ouais. Réutilisation soit des contenus qui ont été faits pour nos visites virtuelles, soit aussi des modèles 3D. Par exemple, là déjà pour l'escape game qu'on développe à Zel Rideau avec Mira, on réutilise une partie des contenus qui ont été faits pour la visite virtuelle, ce qui évite ce qui consomme moins globalement. Alors on ne sait pas combien, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de mesure, mais bon, déjà ça doit être bien pour une société comme la vôtre de pouvoir comme ça expérimenter différents types de services, différents types de contenus, avec à la fois une institution qui est dans cette logique d'expérimentation, avec des entreprises qui veulent jouer aussi le jeu de l'expérimentation et de l'écologie. Ça, c'est la condition de départ, c'est qu'on ait cet ADN commun, cette vision commune au départ du projet, parce que s'il suffit d'un qui joue pas le jeu pour que tout s'effondre. Donc effectivement, quand on va porter une application comme Mira d'immersivité, ça veut dire plusieurs
plusieurs modules qui vont être hébergés dans des machines virtuelles différentes. Je parle un peu technique. Bon, vous comprendrez. Donc, on va chercher à limiter les échanges entre les machines pour limiter la bande passante qui va circuler sur les réseaux. On s'en rend pas compte, mais quand aujourd'hui vous faites une requête sur un site web, vous pouvez traverser une dizaine de matériels avant d'arriver sur votre site. Donc, il y a toute cette notion de routage. Donc ça va permettre aussi d'évaluer. On s'en rend pas compte, c'est la face cachée, ça peut faire. Donc voilà. Donc on va pouvoir visualiser tout ça et optimiser, et avoir les leviers justement de se dire est-ce qu'il vaut mieux un PC et quel PC on met là-bas, est-ce qu'il est conditionné par conditionné, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va mettre en déporté, en calcul sur le serveur, est-ce qu'on va pouvoir limiter la bande passante, les transferts vidéo, comment on va les calibrer. Donc on va se poser ces questions de d'éco-design, pour le coup, d'éco-design, parce qu'on a les mesures. Sinon, l'éco-design, sur ces applications numériques-là, on a du mal à le faire. Donc, on pourra pas le faire. On fera des fausses, on peut commettre des erreurs. Il y a beaucoup de faux amis dans ces domaines-là où on pense bien faire, mais quand on regarde l'ensemble des impacts, on s'est trompé. Donc, il faut aussi être un peu modeste par rapport à ce qu'on est capable de faire et dans cette vision d'amélioration permanente et continue. Sans parler, bien sûr, de l'impact en termes de diffusion, puisque le but c'est pas de faire une expérience dans le métavers pour faire dans le métavers, mais de voir si ça peut apporter quelque chose. Par exemple, pour prendre un exemple, on a une expérience en 3D temps réel qui était de notre site archéologique de Glanum. Pour un site archéologique, c'est évident, on peut faire reconstituer le site tel qu'il était, donc d'un point de vue pédagogique, c'est quelque chose. L'impact social, on l'imagine tout de suite, oui. Qu'on ne peut pas faire avec d'autres technologies. Ouais. Donc là, c'est évident pour Glanum. Donc ça aussi, ça. Là, il y a des choix à faire aussi. Faut pas oublier. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans l'expérimentation. Si on voit que finalement, ça change rien, tous ces lycéens, ces étudiants, puisqu'on va tester aussi avec des étudiants avec qui on va tester, finalement, il n'y a pas d'impact. Voilà. Ça s'arrêtera là. Avant de prendre les questions dans la salle, je voudrais vous poser une dernière question. On va essayer de dézoomer. Dans les institutions culturelles, la part du numérique dans l'impact écologique est marginale, enfin elle est minoritaire. Si on calcule le coût carbone des visiteurs étrangers du musée d'Orsay ou l'impact, je sais pas, les scénographies qui ne sont pas recyclées ou etc. Comment vous intégrez le numérique dans la stratégie environnementale globale de votre institution? Est-ce que du coup, dans le cas, par exemple, je vais commencer par toi Agnès, la partie numérique, la partie écologique numérique est associée à un groupe de travail plus global sur l'écologie au niveau de l'établissement public? Alors, on a la chance au musée d'Orsay de l'Orangerie, en fait, que cette démarche RSO, effectivement, elle a été initiée il y a plusieurs années par l'administration générale directement, donc vraiment portée par la direction, avec une chargée de mission RSO rattachée à l'administration générale, qui s'appelle Misty Mondeville, et qui vraiment coordonne au sein de l'établissement toutes ces stratégies. Chaque direction ensuite a un référent RSO, qui doit faire le relais vis-à-vis des différentes équipes. Et je parle bien RSO, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les questions environnementales, il y a aussi les questions sociales et sociétales, et notamment toutes les questions d'accessibilité aussi qui sont très fortes sur nos musées. Et voilà, et donc il y a vraiment des groupes de travail qui se mènent en interdirection, des relais dans les directions. Moi, au niveau de la direction du numérique, donc la correspondante, c'est moi. Et en fait, effectivement, notre rôle, il est double. Il est à la fois un rôle de sensibilisation vis-à-vis de nos autres collègues sur tout ce qui va être éco-geste numérique. Pensez éteindre votre ordinateur avant de partir, éteignez votre écran. Oui, en interne, du coup. Voilà, déjà en interne, voilà, c'est tout ce travail de sensibilisation qui est assez important, de envoyer moins de mails. On a participé au Clean Up Day la semaine dernière, donc avec toute une campagne de com interne sur une demi-journée où vous n'envoyez pas de mails, sauf urgence, nettoyage de vos boîtes mail, enfin voilà, tout ce travail de sensibilisation. Donc là, on accompagne la com interne et la chargée de projet RSO sur ces questions-là. Et puis après, il y a le travail, nous, interne au sein de notre propre direction,
dont on vient de parler là, de tout ce travail de réflexion, de mener, de mieux éco-concevoir nos projets, de penser à ces questions écologiques et sociétales dès le début, de penser l'impact, de penser la mesure, de penser l'évaluation de projet vraiment avec aussi ces aspects-là. Et ça passe par de la sensibilisation aussi en interne de nos agents, de la formation, de la participation à des échanges avec nos homologues. On disait tout à l'heure, je pense que le plus important dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que c'est quand même une démarche assez générale, c'est en fait on est tous en train d'expérimenter. On essaye d'être le plus transparent là-dessus sur nos expérimentations. On essaye de partager beaucoup, et ça c'est vraiment important via des échanges entre nous. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir en fait petit à petit à mieux concevoir, à mieux partager, à mutualiser. Cette question de la mutualisation des assets numériques en général, elle se pose à l'intérieur des institutions, elle se pose aussi de manière inter-institution. Moi, si demain une autre institution, je sais pas, va faire la modélisation, par exemple, de l'Expo universelle de 1900 avec la Tour Eiffel, les différents, etc. Moi, Musée d'Orsay, ça va m'intéresser. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler aussi ensemble pour pas reproduire, refaire travailler des ingénieurs 3D, etc., refaire de la donc faire circuler des contenus, faire circuler les contenus, penser à ces nouveaux modes dans nos marchés publics, avec la contrainte, de tout s'apporter. Voilà, c'est vraiment ce travail-là aussi qu'on mène, et pas tout seul, heureusement, avec nos homologues. Donc Lucie, j'imagine que vous aussi, la stratégie environnementale, elle est globale et pas seulement sur la communication, même si le monsieur environnement, c'est aussi le monsieur communication chez vous. Alors, le monsieur environnement, oui, c'est Mathieu Boncourt, qui est directeur de la communication et de la RSE, et qui est du coup mon directeur. Donc effectivement, c'est une stratégie. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une institution du Palais de Tokyo qui se pose ces questions et qui s'engage sur ces questions. Donc Mathieu Boncourt mène toute une politique au sein du Palais de Tokyo. Et il y a également Guillaume Desanges, le président du Palais de Tokyo, qui a rédigé le petit traité de permaculture institutionnelle que vous pouvez trouver sur notre site internet très facilement, super bien référencé, et vous pouvez même l'imprimer chez vous, noir et blanc, très sobre. Mais donc la permaculture institutionnelle, c'est comment réfléchir, en fait déplacer la permaculture de l'agriculture dans une institution culturelle comme le Palais de Tokyo, et comment la vivre à tout niveau, autant dans la programmation, dans la curation, mais aussi dans la vie interne entre salariés, et donc moi-même à mon niveau de communication. Comment je fais de la permaculture, comment en fait je communique plus simplement, la nécessité aussi. C'est plein de questions assez passionnantes qui découlent de ça et qui nous amènent à chacun à nos niveaux, et donc moi à mon niveau de la communication numérique à faire preuve, à justement travailler plus de sobriété, à penser un peu plus à de l'écologie, mais avec toujours cet impact social et sociétal dont on discutait. Donc ça, oui, c'est pour l'environnement global. Donc effectivement, oui, ça s'intègre dans un écosystème. Patrick, vous faites de la permaculture ou pas? Vous faites de la permaculture au CMN? Alors nous, on a beaucoup de parcs et jardins. Et tu as mentionné plusieurs fois que Zen faisait partie de l'incubateur du patrimoine. Donc la 5e promo de l'incubateur du patrimoine, c'était Zen, donc sur la sobriété numérique, mais c'est 4 autres startups qui sont sur des sujets... Sur le même sujet, environnementaux. Qui n'ont rien à voir, des sujets environnementaux. Donc on a, ils sont ici d'ailleurs, on a Station E qui est sur des bornes de recharge électrique pour justement, parce qu'il était question, on va un peu oublier nos visiteurs. Nous, on a beaucoup de sites qui sont accessibles en pleine voiture. campagne, on a donc Tamanoir, qui est un collectif d'artistes qui veut travailler sur l'immersion sonore, puisque quand on parle d'immersion, on pense souvent à l'immersion visuelle, et on peut se rendre compte que l'immersion sonore est tout aussi immersive que l'immersion visuelle. D'ailleurs, Tamanoir aussi va faire partie de la modélisation que va faire Zent, pour voir justement une expérience d'immersion sonore, comment ça se modélise et combien ça coûte. On a aussi donc Urban Canopé, où ils vont plus travailler en fait sur la mise en place d'ombrières pour répondre, parce qu'on a beaucoup de sites dans le sud de la France où il fait très chaud l'été, donc la mise en place d'ombrières pour le confort des visiteurs. Et donc on a FarmCube, où là c'est de la culture, de l'agriculture effectivement, donc c'est quelque chose qui va se faire à la ferme des Voltaire, dans le château de Voltaire, pour cultiver en fait des espèces disparues, quoi. Donc tu vois, ça va donc plus loin que le numérique. Donc beaucoup plus loin, et c'est l'écologie à tous les étages. On va prendre des questions dans la salle.
Alors vous pouvez soit poser une question, soit réagir aux propos de nos différents intervenants. Moi, je voulais juste vous poser une question sur les archives. Pouvez-vous... Oh, pardon. On va avoir du mal à vous entendre. Vous m'entendez? Ouais. Je vais essayer de parler plus fort, en fait. Non, je voulais vous poser la question sur les archives. Parfois, en tant qu'utilisatrice, je recherche une information d'une exposition que j'ai vue peut-être il y a 4-5 ans. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer d'héberger des anciennes informations? Et sinon, où pourrait-on les trouver finalement? Bonne question. Tiens. Oui, alors... Oui. J'attendais que vous ayez remis votre casque. La question des archives est une des questions effectivement qui est en cours de réflexion et de leur mise à disposition. Effectivement, par exemple, on parlait réseaux sociaux tout à l'heure, la question de dépublier au bout d'un certain temps des posts qui de toute façon sont plus très consultés, mais pourquoi alors ça prend du temps, hein, mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. La question des archives de nos sites web, effectivement, c'est une grosse question. Nous, on a énormément de pages sur notre site internet parce qu'on a aussi énormément d'œuvres. On a 150 000 œuvres en ligne. Bon, bah évidemment, la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tout ça? Et en même temps, j'ai envie de dire oui, parce que on a une mission scientifique qui est très forte, qui est importante, et que la diffusion de le savoir, il faut qu'on la mette à disposition. Maintenant, il y a probablement, et ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, elle est pas finalisée, enfin ce travail est pas fait encore, qui est est-ce qu'on donne le même accès aussi rapidement par exemple aux archives qu'au contenu immédiat, important d'actualité? C'est-à-dire, est-ce que nos utilisateurs qui cherchent des archives sont prêts à peut-être attendre un petit peu plus parce que ça va être des serveurs moins puissants, parce que ça va être voilà, du stockage un peu annexe? Et ça c'est des questions, mais c'est aussi des questions qu'on se pose en interne sur nos propres archives et nos propres stockages. On va pas gérer de la même manière ce qu'on appelle prêts à diffuser, les PAD, vraiment les fichiers dont on a besoin tout de suite pour diffuser, de nos masters par exemple en vidéo, qui sont là les fichiers d'archives, etc., ou même des rushs. Aujourd'hui, on est en train de se dire que nos rushs, on les garde 1 an, pas plus, parce qu'en fait, sauf cas exceptionnel où on sait que c'est un projet qui dure sur plusieurs années, mais finalement on revient rarement sur des rushs. Par contre, on revient sur des masters, et ça c'est important de les garder et de les conserver. Et les PAD, bah ça on en a besoin parce que c'est de la diffusion immédiate. Enfin voilà, essayer vraiment de traiter la question de l'archive en fonction de l'usage qu'on va avoir derrière. Aussi, on se pose des questions, mais ça pareil, c'est des réponses que j'ai pas encore, qui est tout le travail que fait déjà la BNF d'archivage, numérisation du web, d'archivage et d'archivage aussi des projets numériques des institutions au sens large, et comment plutôt que de dédoublonner des choses qui existent déjà, plutôt travailler peut-être avec des institutions dont c'est le métier, pour éviter d'avoir nos propres archives, alors qu'en fait par ailleurs on peut aussi les mutualiser. J'ai une question de néophyte. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut évidemment programmer une date de démarrage d'un post? Est-ce qu'on pourrait programmer une date de fin d'un post? Je crois pas automatiquement. Un travail de titan de faire le ménage, mais ça pourrait pas être fait au moment de la publication. Et en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas une possibilité. Et je pense qu'il faut aller vendre l'idée à Facebook, Instagram, enfin à Meta. Ça peut être une bonne fonctionnalité. Mais aucun réseau. Non, aujourd'hui, on peut pas, à ma connaissance, sur chaque réseau social, on peut pas, en tout cas, définir une longévité, un temps de durée de nos posts. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les archives? Oui, moi je trouve que c'est une question passionnante, et comme Agnès, on a beaucoup de questions aussi finalement, hein. On n'a pas les solutions, on a les questions, mais c'est bien qu'on les partage. Le Palais de Tokyo, c'est pas un musée, c'est un centre d'art. Donc en fait, les archives du Palais de Tokyo, c'est sa collection. Et les archives du Palais de Tokyo, elles sont sur son site internet. Et c'est une réelle question parce que effectivement, c'est du stockage, c'est lourd, ça pèse, il y a un impact écologique. Et c'est des questions voilà qu'on ouvre. Et d'ailleurs, si quelqu'un a une solution miracle et a envie de venir discuter à la fin, n'hésitez pas. Mais donc ouais, c'est une très bonne solution relevée, et on doit se pencher un peu sur la question.
Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Agnès sur avoir des contenus avec des vitesses d'accès différenciées en fonction des contenus, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez gérer en matière d'hébergement? Complètement, ça fait partie des offres, je dirais classiques que proposent les hébergeurs. Donc, ce que j'ai compris, c'est de la data froide. Hein. J'ai traduit ça en franglais, data froide. Donc, qui est un contenu qu'on peut activer. Qui va pas être. Ça veut dire que pendant quand on va stocker pendant des années ou tant qu'il n'est pas accédé, en fait, il consomme rien. Il s'éteint, il est entretenu, hein, parce qu'un disque dur. Alors, les anciens disques durs, c'est une dizaine d'années, hein, la durée de vie. Donc, faut penser à le changer. Hein, donc, quand on fait un octet de stockage, on va le dédupliquer, hein, pour être sûr que s'il y a une panne, on est sûr. Hein. Le papier, on arrive quand même, c'est quoi le maximum archive papier? C'est 5000 ans. Hein, donc, on n'a pas encore atteint la performance du papier. Hein. Au niveau du numérique, hein, faut pas oublier ça. Donc oui, la data froide, oui, je pense que ça répond bien au sujet. Alors il y a peut-être des intermédiaires à trouver entre ça et puis avoir le service qui tourne en permanence. Une autre question? Concernant les appels d'offres, est-ce que certains d'entre vous avaient en tête des critères précis qui ont été mis dans des appels d'offres sur cette problématique? Des critères précis. Bah, par exemple sur. Comment tu intègres donc les appels d'offres la dimension écologique? Ah bah il y a une clause. Après ça dépend de ce qu'on développe évidemment, mais par exemple sur le site web il y avait une clause où on demandait aux soumissionnaires de présenter ce qu'ils faisaient en termes de design, hein, éco-responsable. Hein, c'est très simple. Hein. Et puis par exemple sur l'hébergement, vous demandez quel est le PUE des hébergements. Hein. Après ça, il y a pas. C'est justement le travail qui doit être fait parce que ça dépend du type du type d'appel d'offres, du type de service, etc. Mais oui, il y a des critères surtout qu'on peut raffiner suivant ce qu'on est en train de demander. Bon. Alors, soit on a fait le tour du sujet, soit vous êtes fatigué. Ah, j'étais sûr qu'on allait en avoir une. C'est pas une question, c'est un élément de réponse à ce que vous disiez qu'en termes d'archives, comment archiver. Moi, j'ai travaillé sur des visites virtuelles en produire depuis très très longtemps, et il me semble que des visites virtuelles à baser sur des photos, déjà on peut c'est quelque chose finalement qui est immersif. Ça coche plein de cases sur un intérêt visuel, on va dire, parce qu'on peut naviguer, on a accès à plein de choses. Et surtout, j'avais proposé à l'époque à des institutions, mais ça n'a pas été accepté, différents niveaux de visite virtuelle. Un pour le public, et après, une fois que l'événement, que l'expo se termine, eh bien, qui est une visite virtuelle d'archivage, on va dire, qui comprend tout ce qu'a vu le public, plus un tas d'autres données, des PDF, des choses incluses, qui comprendraient un peu comment ça a été fait, etc., etc. Et finalement, c'est assez léger parce que ça reste des photos. En termes de durabilité, on peut extraire tous les éléments et les remouliner dans la technologie suivante, tout en gardant un côté, un accès assez facile et une immersivité et un accès aux informations assez. Donc, je pense que, pour répondre plus globalement, il existe des choses à mixer, à réinventer, à reconsidérer dans des technos qui sont déjà existantes aussi. Ouais, alors c'est l'objet justement de notre projet.
sachant, c'est exactement ce que nous on est en train d'étudier, sachant que le diable est dans les détails, et que aussi il y a l'impact écologique, mais aussi l'impact du prix, parce que parfois, jusqu'à il y a 1 an et demi, on se heurtait souvent au fait que ça a coûté moins cher de refaire que de réutiliser, parce que certes il y a les photos, mais il y a plein de choses autour des photos, et on se rend compte que quand on est parfois il y a eu des cas, alors c'est de moins en moins vrai, heureusement, et ça c'est super d'ailleurs, ça devient de plus en plus intéressant de réutiliser, mais on a eu beaucoup de cas où c'était moins cher, plus rapide de refaire, pour plein de raisons. Alors ça, c'est le premier sujet. Après, pour le sujet de la conservation, il y a quand même la question de l'obsolescence des formats. Alors nous, au CMN, il y a des images qu'on garde pas depuis 5000 ans, mais depuis 15 000 ans. Voilà. Mais quand on regarde sur les images numériques, on se rend compte, par exemple, on a travaillé sur des captations qui avaient été faites en 2012, hein, c'est les premières qui ont été faites. On se rend compte quand même que bon, voilà, il y a des choses, il y a quand même énormément d'évolutions qui ont eu lieu, etc. Et au-delà de ça, la question des formats, où on se pose la question, par exemple, est-ce qu'il faut transférer de format, je veux dire, des images pour qu'elles restent toujours lisibles, etc. Enfin, moi, j'ai des vieilles disquettes de quand j'ai commencé l'informatique, voilà, on peut plus s'en servir. Donc, ça veut dire qu'il faut recopier tout le temps, etc. Ce qui est aussi, mine de rien, un coût. Alors, après, c'est toute la problématique du recyclage, où on peut intégrer ça dès le début. Bon, je pense qu'on n'y est pas encore dans le secteur de la culture. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont à intégrer dès le début le cas des recyclages dans les matériels, mais c'est exactement finalement la même problématique, hein, quand on y réfléchit. C'est d'intégrer le coût de recyclage et de pouvoir le garder tout le temps, quoi. Ce qui n'est pas simple, hein, comme exercice. Est-ce qu'il y a une question? Alors moi, du coup, j'en ai une. J'ai oublié de vous la poser tout à l'heure, sur l'impact écologique des expériences immersives in situ, que ce soit la VR, la VR collective, l'immersion vidéo mapping. Certains d'entre vous ont fait des expériences dans ce domaine. Est-ce que du coup la question de l'évaluation et de l'impact écologique se pose dans ce cas-là? Agnès, vous avez fait de la VR, hein? Oui, on a fait de la VR, mais c'était il y a déjà quelques années, et à l'époque la question ne s'était pas posée. Ouais. On va en faire dans les mois à venir, et la question maintenant se pose. Donc c'est bien, parce que c'est toujours cette question, voilà, de la mesurabilité, etc. On en parlait tout à l'heure, c'est aussi cette question de la mutualisation des assets, de la réutilisation, de pas juste produire pour du one shot, mais aussi produire pour du long terme, de se dire qu'on a des expériences qui sont réutilisables, ou du moins des assets de l'expérience qui sont réutilisables. Aussi mutualiser la production, voilà, d'expériences. On peut se dire qu'à partir d'une expérience qui va peut-être être à la fois immersive, complète, on va dire visuelle et sonore, il y a peut-être des choses qu'on peut récupérer dans le sonore, en faire un autre produit, plutôt que de développer toujours des choses en parallèle, plutôt partir d'un projet et d'essayer de tirer un peu tous les fils de ce projet-là. Avec des usages multiples. Voilà, le mot transmédia n'est plus très à la mode, mais vraiment essayer de travailler ce côté assez transmédia des projets, pour que, en fait, à partir d'un même concept et donc d'une seule production a priori, on soit plus dans des adaptations que dans des reproductions. Et puis après, il y a toujours cette question, voilà, du matériel. Alors quand on est sur du in situ, on ne demande pas aux utilisateurs d'acheter le matériel, c'est nous qui le fournissons. Donc évidemment, la question de la qualité et d'avoir, on va dire, le modèle peut-être le plus léger, le plus puissant va se poser. Maintenant, on va pas, alors on va a priori pas aller vers de l'achat pour ce type de choses. On va plutôt être sur du prêt ou de la location. On va essayer de mutualiser les usages aussi, de pas se dire que voilà, même si pourtant parfois l'achat est moins cher que la location. Mais on essaye de mettre en place ce principe que on ne va acheter que quand il y a un usage assez récurrent du matériel, et c'est pas pour faire du stock dormant quelque part. Et même si la location nous coûte plus cher, finalement on préfère louer, parce qu'on se dit qu'au moins le matériel est réutilisé plus
plus ailleurs et que voilà, on n'est pas dans enfin voilà, c'est vraiment ces questions-là dans un arbitrage écologique, économique. Voilà. Dans ces cas, c'est l'écologique qui va l'emporter. Ouais. En tout cas, qui pourrait l'emporter, c'est ce qu'on veut faire. Oui. Et c'est vraiment toute une réflexion qu'on mène, notamment avec la direction des expositions, qui travaille sur ce réutilisation de la scéno, mais du coup aussi du matériel audiovisuel. Et ça, on travaille avec eux là-dessus. Est-ce que au CMN, vous travaillez sur des projets in situ, immersifs, VR, mapping, et est-ce que du coup la question écologique se pose à nouveau? Oui, c'est ce qu'on va faire avec Tamanoir au château de Cadillac, à l'expérience sonore et sur laquelle on a travaillé Zen sur la modélisation. Oui. C'est justement un des objectifs de l'expérimentation. Ça. Alors après, sachant que d'un point de vue plus global, on discutait avec Jérôme, il faut qu'on décortique, lui décortique la modélisation des casques, puisqu'aujourd'hui, bon, sur les casques VR, on va en parler. Après sur les modèles, il y a quand même eu pas mal d'efforts ces dernières années pour constituer des modèles. Donc, il faut les renouveler, les mettre à jour. Bon après, effectivement, quand on a un nouveau produit comme un VR, un casque VR, il n'existe pas dans les bases en moyenne 5 années, hein, quand même, on a du mal à le trouver, on va le modéliser. Et puis après, oui, on va comparer. Alors, quand on est dans ces démarches-là, il faut quand même avoir la notion de service rendu, hein, donc, pour qu'on puisse comparer des choses comparables. Sinon, on a du mal à comparer des tomates avec des pommes de terre. Hein, on ne sait pas trop ce que... faut qu'on ait cette question d'unité fonctionnelle, qu'on puisse bien comparer sur les mêmes bases. En fait. C'est ça. Et est-ce que dans l'exemple de Tamanoir, est-ce que il y a des choses que la société voulait faire dans l'expérience, utilisateur ou l'expérience visiteur, et que vous avez auquel vous avez dû renoncer? Non, pas pour des raisons écologiques? Non, pas pour l'instant, parce que déjà Tamanoir, enfin leur histoire est super intéressante parce que c'est un collectif qui vient justement de l'expérience de réalité virtuelle, donc les choses avec casque, et qui sont justement allés vers l'immersion sonore pour des raisons écologiques. Donc a déjà fait cette démarche, avec aussi toute une démarche on va faire de l'immersion sonore, mais on va réutiliser, c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup séduit le jury de l'incubateur, on va réutiliser les dispositifs qu'il y a déjà sur place. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'en acheter des nouveaux, mais de travailler, puisque aujourd'hui, dans toute institution culturelle, typiquement, il y a des audioguides, pratiquement. Encore, il n'y en a pas. Donc, c'était déjà ça l'idée de base, de partir sur cette démarche de sobriété, de dire on veut proposer une expérience immersive, je veux dire, mais la plus, la plus environnementale possible. Et après, la question, comme le dit Jérôme, c'est de modéliser, de mesurer, et puis de voir. Peut-être on l'a pas dit, mais ça paraît une évidence, mais je le redis quand même, c'est l'enjeu n'est pas de faire du numérique pour le numérique. C'est-à-dire que la première question, c'est qu'est-ce que ça apporte et quel type d'expérience et pourquoi on l'a fait. Et ça, c'est déjà les premières questions, c'est l'objectif, la cible. Qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir comme impact, on va dire, de médiation et de sensibilisation. Qu'est-ce que ça va apporter en termes de narration. Qu'est-ce que ça va apporter en termes de connaissances. Et ça, c'est déjà les premières questions. Ensuite, se pose la question in fine, j'ai envie de dire, à la très fin de la techno, du moyen. Ah oui. Et on peut être sur des choses très low-tech, on peut être sur des choses moyennement low-tech. Et voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'aborde plus les projets par la technologie. Et ça, c'est déjà un grand pas. Enfin, c'est déjà un pas important. Lucie, vous vouliez dire quelque chose sur de nouvelles expériences in situ sur lesquelles éventuellement vous travaillez ou vous avez réfléchi et qui aurait un impact écologique. Mais je peux pas trop vous apporter d'informations parce qu'il n'y en a pas. Non, mais, moi, je suis complètement d'accord avec Agnès. C'est pas le numérique pour le numérique, c'est d'abord quel est l'impact. Là, j'ai eu une expérience assez intéressante. On était dans un de nos monuments et on fait une visite à distance en se basant sur une vidéo 360, quelque chose qui n'est pas très développé. Ça marche très très bien. Nous, on a fait le choix de faire toutes nos visites à distance avec des médiateurs parce que, et c'est d'ailleurs la valeur ajoutée, c'est l'interaction avec l'humain parce que on y croit beaucoup et on cherche à développer beaucoup de projets avec le lien entre le virtuel et le physique. Et c'était très drôle parce qu'on était donc sur ce monument, on a cette vidéo 360 et il y avait ces gens,
ces prestataires qui étaient en train de parler de modélisation 3D, ils discutaient, ils disaient comment arriver au même niveau d'émotion et d'immersion auquel on arrive avec la vidéo 360. Sachant qu'ils partaient sur un modèle 3D, quelque chose qui coûtait 10 fois plus cher au niveau environnemental, je vous dis pas. Et à la fin, ils ont fini par dire, bah non, finalement, on peut pas faire mieux, quoi. Donc, ce qui montre bien, quand on se place du point de vue de pas, alors que c'est vrai que vous annoncez, oui, j'ai fait ce modèle 3D, je fais cette expérience VR, tout de suite, vous faites un buzz incroyable. Mais quand là, on est vraiment parti à l'opposé en disant, voilà ce qu'on veut montrer, voilà ce qui est important, voilà l'impact, et on a déjà fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et la fin, c'était, bah, oui. Voilà. On revient à l'utilisateur et à l'expérience. C'était super parce qu'on s'est dit avec quelque chose qui finalement coûte 10 fois moins cher et qui d'un point de vue environnement, parce que quand on voit la chaîne de post-production d'une expérience comme tu citais de production, c'est énorme, parce qu'on voit souvent, on oublie souvent, comme l'a dit Jérôme, tout ce qui est serveur, le fait que quand on fait une expérience immersive en réalité virtuelle, il y a des serveurs qui tournent jour et nuit, ça on l'oublie. Et on s'est rendu compte que bah voilà, on arrive au même résultat, quelque chose qui a un impact qui est 10 fois moins. Bon, merci beaucoup, merci Patrick. Merci à nos 4 intervenants, Agnès Abastado du musée d'Orsay, Patrick Bergeaud du Centre des Monuments Nationaux, Lucie Crosetti, du Palais Tokyo et Jérôme David de Zente. Je retiens que le développement durable pourrait passer par non pas la décroissance numérique, mais la sobriété numérique et la créativité numérique. Merci à tous de nous avoir patiemment écoutés. Merci. Et je vous donne rendez-vous jeudi matin pour une autre conférence sur le laboratoire, l'incubateur de l'innovation muséale des musées de Québec, du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée de la civilisation. Et très bonne journée au salon.